Maintenant, c'est ce système d'armes qui est devenu une spécialité autonome d'ailleurs en Ukraine, à côté de l'infanterie, de l'artillerie, etc., provoque plus de la moitié des pertes de l'ennemi. Ça, c'est une véritable révolution. Est-ce que ça veut dire là, pardon, ici c'est bricolé, c'est-à-dire qu'on a rajouté 2 fusils ou c'est plus... Oui, alors pour l'instant, c'est du bricolage. Hein. On met effectivement des fusils de chasse ou des fusils d'assaut sur des drones déjà existants. Puis après, il y a déjà d'ailleurs en réalité des drones qui sont spécifiquement dédiés à la chasse anti-drone. Oui, d'un point de vue technique, ça paraît un peu surprenant parce que, à moins que ce soit des carabines, mais le propre d'un fusil de chasse, c'est que ça envoie des tout petits plombs. Mais ça a quand même un avantage, c'est que la gerbe de plomb, elle est assez large. Donc j'imagine que ça peut... Vous ne tuez pas des gens, surtout s'ils ont un gilet pare-balles et un casque, avec un fusil de chasse. Mais là, il a pas un drone. Là, il a pas un drone. Mais voilà, mais l'avantage, c'est qu'effectivement, comme vous avez une gerbe qui est assez large, ça permet d'avoir peut-être plus de chances d'abattre des drones en l'air. C'est la seule utilisation que je vois à ce genre d'équipement. Alors vous qui êtes chasseur, attendez, l'expérience du chasseur, on a un chasseur autour de la table. Est-ce qu'il y a d'autres chasseurs autour de la table? Non. Voilà. Et ça ressemble à quelle chasse, pour que ce soit, comme vous dites, une gerbe de petits projectiles? Ça ressemble à la chasse aux perdreaux ou aux faisans, aux oiseaux qui effectivement passent au-dessus du chasseur et celui-ci essaie de les atteindre avec sa gerbe de tout petits plombs qui font 2-3 mm de diamètre, donc ils sont absolument pas mortels contre une personne à moins de tirer à 1 mètre de distance. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un rayon d'impact qui est intéressant. C'est exactement ce que vous étiez en train d'expliquer. Après, très sincèrement, quand on voit ce type de drone, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on voit ce type d'usage depuis récemment. On avait une autre vidéo, il me semble, il y a encore une semaine, assez similaire à celle-ci. Mais la lutte de drones contre des drones, ça se fait déjà depuis plusieurs mois, depuis en réalité même plusieurs années en Ukraine. Et c'est quelque chose de très important parce que les Russes utilisent par exemple des drones qui leur coûtent des dizaines de milliers de dollars, même parfois plus de production, notamment les Lancet, qui sont redoutables, qui sont très bons et qui peuvent aller à des distances assez importantes. Ils ont frappé la région de Dnipro, par exemple. Et les Lancet, aujourd'hui, les Ukrainiens les combattent également avec des petits drones rudimentaires qui coûtent seulement quelques centaines d'euros. Donc évidemment, il y a aussi un avantage d'un point de vue financier, j'ai envie de dire. Et c'est une lutte qui est vraiment importante parce que là, quand on voit les fusils à pompe, on peut se dire, bon, c'est limite ludique, on peut se dire ça. En réalité, les fusils à pompe, c'est un cas à part. Mais la lutte principale, c'est vraiment la lutte contre les drones dans le ciel, et cela se fait régulièrement. Puisque vous parlez de la lutte contre les drones dans le ciel, regardez, écoutez, puisque c'est une séquence complète, ce sont des tirs ukrainiens de nuit sur les drones Shahed. Et là encore, on voit que ces derniers jours encore, les Ukrainiens ont progressé dans la prévention contre ces drones iraniens ou d'origine iranienne et fabriqués ou refabriqués par les Russes. Давай еще. Explication technique et politique ensuite. Technique d'abord, hein. Qu'est-ce qui se passe là exactement? Alors, techniquement, on appelle ça de la SHORAD. Ça veut dire short, défense aérienne de très courte portée. En gros, on balance de la mitraille dans le ciel. Si possible, on essaie de guider à peu près. C'est le meilleur système que l'on a actuellement pour lutter contre les drones. Des drones qui sont relativement volumineux. Hein. Ça, c'est des drones à longue portée, avec une grosse charge. Et donc, on leur tire dessus. À la mitraille, on fait une boule de feu devant le drone pour l'abattre. Voilà, mais on peut aussi... et on arrive à peu près. Maintenant, les Ukrainiens arrivent à peu près à éliminer la grande majorité des drones qui passent dans le ciel. Maintenant, ça absorbe aussi beaucoup de ressources. Hein. Ces canons mitrailleurs qui sont là, ils ne sont pas sur le front, où ce serait très utile aussi pour combattre les Russes. On cherche des moyens un peu plus économiques de faire. Alors, il y en a plein, hein. Effectivement. Il y a d'autres drones. On utilise des avions, des vieux avions à piston qui vont relativement lents, sont suffisamment lents pour pouvoir traquer ces drones, etc. Voilà, donc il faut revenir à ce que vous disiez. Il y a aussi maintenant on a des drones qui portent des missiles anti-aériens aussi, qui peuvent frapper des avions. Vous avez des drones qui sont, les Israéliens par exemple, utilisaient des drones équipés de fusils d'assaut, de fusils mitrailleurs au-dessus de Gaza par exemple, qui sont également redoutables. On peut les utiliser aussi pour frapper effectivement ces drones. Une question politique maintenant. Est-ce qu'ils essayent encore taper un hélicoptère? Exactement, oui. Est-ce qu'ils essaient, il reste quoi, 9 jours, 8 jours avant l'investiture de Trump? 8 jours maintenant.
Est-ce que c'est encore maintenant une urgence de montrer à Trump le maximum de force avant qu'il arrive? Mais vous vous souvenez, je crois que c'était cette phrase de Yermak concernant les assauts renouvelés dans l'oblast de Koursk qui disait très explicitement les Américains n'aiment pas les losers. Et donc oui, c'est très important à la fois d'être dans l'action mais dans l'image aussi. Et ça, Dieu sait si Zelensky en connaît un rayon. Et de le montrer, afin de démontrer que le bon cheval, c'est le cheval ukrainien. C'est sur celui-là qu'il faut miser. Maintenant, les Russes essayent de faire la même chose de leur côté. C'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'ils communiquent quasi quotidiennement. Et regardez effectivement, ici c'est un drone lancette russe qui est en action dans la région de Kakhovka. C'est exactement ce que vous dites, c'est ce dont vous parliez, Cyril. C'est l'action des Russes pour montrer qu'eux aussi sont actifs, inventifs, industrieux, parce que, là encore, eux aussi veulent faire démonstration auprès des Américains. Non, bien sûr. Alors après, à quoi Donald Trump sera-t-il sensible? Ça, c'est une immense inconnue. Mais il y a manifestement des efforts très très intenses. Et ça, c'est pas l'apanage de ce conflit. On le voit dans tous les conflits qui s'approchent d'une phase de négociation. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire le plus mal possible à l'adversaire, de l'affaiblir psychologiquement, mais physiquement aussi le plus possible, avant de s'asseoir face à lui à la table ou indirectement des négociations. Oui, ce qu'on n'imagine pas forcément en voyant ces images, c'est l'ampleur de cette guerre par drone. Les Russes disent qu'ils en ont produit 1 400 000 l'année dernière, qu'ils ont multiplié par 10 leur production. Les Ukrainiens disent qu'ils en ont produit 1 million. Bon, c'est des chiffres qu'on ne peut pas vérifier, mais en tout cas, ce sont des ordres de grandeur. Et c'est vrai que, comme ça, quand on voit ces images prises une par une, on se dit, tiens, c'est un peu des gadgets, mais non, c'est vraiment une nouvelle forme de guerre. Et comme le disait Michel Goya, qui est extraordinairement efficace, et là, c'est meurtrière, puisque c'est plus de la moitié des victimes qui sont victimes de drones. Demain, la guerre devait se rapprocher. Je rappelle ce que dit Marc Rutte, secrétaire général de Temps, qui dit la guerre approche à grands pas. Alors, est-ce que c'est catastrophiste, exagéré ou non? Mais si c'était vrai, est-ce que dans le ciel de l'Europe de l'Ouest, s'il y avait des combats, ce serait le même type de scène auquel on assisterait? Oui, probablement, oui, bien sûr. Alors, du côté russe, c'est-à-dire que nous, on n'a pas ça. Enfin, les armées occidentales, je crois qu'on doit avoir, dans l'armée française, on a en tout 6000 drones. Si bien compris. Sébastien Lecornu, d'ailleurs on y reviendra plus tard, annonce un effort de guerre. Il y a déjà eu précédemment quelques efforts de drones, mais on est très loin de ça, des Ukrainiens et des Russes. On a pris un retard, on a raté complètement la révolution des drones en France. La France a livré, me semble-t-il, des drones kamikazes à l'Ukraine. On a mis au point un type de drone on s'en sert un peu pour expérimenter aussi nos propres équipements, mais non, c'est très limité, quoi. Non, ça c'est un vrai problème, effectivement. Si on se retrouve face à une armée qui, d'un seul coup, dispose de centaines de milliers de drones, c'est-à-dire c'est une capacité de frappe, de précision sur plusieurs dizaines de kilomètres. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est pas venu de l'armée en Ukraine, c'est la société civile qui a poussé le drone dès le début. On se souvient de l'histoire, je me souviens plus, Horozovitska, ou je ne sais plus comment ça s'appelait. Il y avait des cagnottes pour des drones. Tout à fait. Ils avaient un groupe Facebook. Et la colonne qui venait de Biélorussie, la fameuse colonne de 60 km, ils l'avaient repérée. Ils sont allés aider à l'aéroport d'Ostomel. Et ensuite, avec leur drone, ils ont repéré la colonne et ils ont aidé à la cibler et à l'éliminer en partie. Juste une petite phrase sur les drones, c'est qu'il y a la quantité, mais il y a la diversité. C'est-à-dire que ce stade, on n'a même plus des dizaines, mais des centaines de types de drones différents. Là d'ailleurs, le drone qui est utilisé, c'est pas un Lancet. Le Lancet, il a une forme différente, ça ressemble plutôt à un Supercam, mais à vérifier, mais il me semble. Et c'est tout à fait juste ce que vous avez mentionné. En tout cas, c'est pas un Lancet, ça c'est sûr. Mais quand on regarde ces images, on comprend à quel point les drones sont utilisés et du côté ukrainien et du côté russe. Et vous pouvez le demander même à des reporters de LCI qui vont régulièrement sur le terrain, qui diront exactement la même chose. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'aller sur le terrain, travailler avec des militaires en ce qu'on appelle la ligne zéro, donc à quelques centaines de mètres des combats et à quelques centaines de mètres des Russes. Pourquoi ? Parce que les Russes ont augmenté la quantité de production des drones et les Ukrainiens ont toujours un certain avantage par rapport aux drones, mais les Russes, par exemple, ont développé beaucoup plus rapidement la fibre. Et ça, c'est quelque chose de super important pour pouvoir passer les brouillages, notamment. Ils ne peuvent pas être brouillés pour la plupart. En tout cas, il faut des brouilleurs très puissants. Et puis, les Ukrainiens, vous avez raison, ils utilisent quand même énormément leurs propres drones qu'ils ont produits cette année en plusieurs millions. Enfin, cette année, en 2024, à vrai dire. Alors qu'en 2023, c'était moins de 1 million. L'objectif de Zelensky, c'est 1 million. Il a quand même augmenté de plusieurs millions cet objectif, ça c'est clair. Et vous avez parlé des bénévoles.
Je pense à un seul bénévole en particulier, Sergei Sternenko, qui est un volontaire ukrainien, un bénévole qui avait combattu d'ailleurs dès les premiers mois de la guerre. Il a réussi à financer, grâce à sa communauté, plus de 125 000 drones. 125 000 drones, et c'est juste un seul bénévole qui a réussi à faire ça. C'est une quantité importante, et en réalité, sur la quantité totale de drones qui ont été achetés par des bénévoles, on voit que les bénévoles jouent un rôle très important et pas que dans les cette guerre. bénévoles, les diasporas aussi. Bien sûr. Xavier Du monde Titelman, entier. Xavier Titelman qui est familier de ces plateaux, il C'est un travaille. bénévole dans un certain sens. On est l'équipement. bien Ouais. sûr. Oui, on dit parfois que les militaires ont toujours tendance à préparer la guerre d'avant parce qu'ils se basent sur l'expérience. Mais la guerre, c'est aussi un accélérateur d'intégration technologique unique. C'est-à-dire que Michel Goya, c'est ça par cœur, toutes les guerres permettent de progresser très vite. Et là, c'est intéressant de voir la rapidité avec laquelle l'armée ukrainienne, justement, a récupéré, dans le meilleur sens du terme, toutes ces innovations civiles pour en faire des armes déterminantes. Il y a là presque un problème, disons, de philosophie sociale. Moi, je suis toujours frappé. Quand on est naïf et un peu plus jeune, on est pacifiste de nature. Et on découvre souvent après qu'en réalité, la guerre est le creuset de tant de choses. Techniquement, par exemple, le GPS est une invention guerrière. C'est une invention militaire. Aujourd'hui, ça paraît très sympathique, Dans la médecine etc. aussi. La médecine, c'est très souvent la guerre, hélas, dans tout son cortège d'horreur, est aussi le creuset des, entre guillemets, progrès techniques. Oui, ou Internet aussi. C'est des progrès, des investissements militaires en tout cas. C'est une chose qui a peut-être un peu tendance à s'inverser de période récente où maintenant c'est plutôt les progrès civils sont plus rapides que les progrès militaires. Et d'où la nécessité parfois de piocher dans ce que font le civil pour combattre. Par parenthèse, d'ailleurs, les Américains sont assez désinhibés en la matière. On a vu pas mal, y compris de scandales ces dernières années, qui montraient que la tech et le secteur militaire travaillent ensemble sans état d'âme. Alors qu'en Europe... bien sûr. Texas Instruments, qui fait et des calculatrices et des armes aux États-Unis. Mais après, vous avez des trucs. Je rappelle que jusqu'à encore il y a quelques années, il y avait un débat très fort en France, en Europe notamment. Est-ce qu'il faut armer les drones Ouh là, armer, c'est méchant, c'est pas bien. L'armée allemande n'a pas de drones armés, par exemple. Et nous, on a mis des années. Il a fallu attendre 2019, je crois, pour se dire bon, ok, on va peut-être mettre des munitions sur nos drones. Voilà. Même si c'est pas beau, on va faire ça au loin, au Sahel. Mais voilà, non, mais c'est vous montrez dans quel degré d'aberration. C'est comme si on disait, voilà, tiens, est-ce qu'il faut mettre des obus dans les chars Ah oui, c'est peut-être méchant, c'est peut-être un peu trop agressif. Ouais, mais il y avait l'idée que les chars étaient quand même pilotés par des êtres humains, donc il y avait une forme de responsabilité qu'il n'y avait plus avec les drones. Il y avait c'est quand même piloté par des êtres humains, quoi. Il y avait peut-être aussi chez les pilotes de chasse une certaine réticence à voir. Oui, non, mais c'est pas le seul problème. C'est pas le seul problème au ratage, notre ratage en matière de drones. Non, un petit rappel, en 2006, guerre au Liban, déploiement de la finule renforcée, interdiction de déployer des drones, parce que ça faisait peur, même des drones d'observation, effectivement, pour des raisons morales. Donc 2006, 2000, 2022. Ouais, c'est comme les caméras de surveillance dans les villes de gauche. Ça met du temps à se mettre en place. Mais vous avez raison. Il a toujours en réserve une... Voilà, Guillaume Enquête, c'est vraiment... C'est un élément d'information. Mais vous avez raison de parler d'innovation en termes militaires et de dire que, par exemple, après, il y a des secteurs qui s'inspirent et donc on parle des drones qui sont devenus de plus en plus guerriers, etc. Mais quand on parle de la guerre en Ukraine, il n'y a pas que ça en termes d'innovation. Il y a aussi en termes de prothèses, tout ce qui concerne la vie civile, toutes les séquelles de la guerre. L'Ukraine va être un terrain extrêmement intéressant en termes de production d'armes, ça on en a déjà parlé, mais, et il l'est déjà en réalité, en termes de tout ce qui concerne également les prothèses et la vie d'après-guerre, la reconstruction et un tas d'autres startups qui aujourd'hui se mettent en place en Ukraine, qu'elles soient ukrainiennes ou étrangères, ce sera un pays qui l'est déjà une fois de plus comme vous l'avez dit, mais qui va encore plus accueillir... Que veut dire après-guerre ? Vous venez de mentionner les mots après-guerre. On va voir plus tard dans l'émission que le président Zelensky parle de négociations, Trump parle de négociations. Il y a d'autres comme Boris Johnson qui restent sur la ligne. Il n'est pas question de négocier, c'est une trahison des principes. Mais d'abord, regardons comment la Russie, elle aussi, essaie de gagner, disons, une certaine bataille, en tout cas intérieure pour l'instant, de communication et de propagande. Vladimir Poutine a décerné la plus haute décoration de Russie à un soldat que vous allez peut-être reconnaître. On va voir la séquence. C'est un soldat dont la séquence a fait le tour du monde et c'est pas exagéré. Il avait été engagé dans un corps à corps, un combat singulier. C'est un soldat yakoute qui s'est opposé. Voilà, c'est l'homme ici qui reçoit cette décoration et le président yakoute lui remet un couteau. Sur le couteau, le message « Protéger notre Russie ». On va expliquer vraiment, passer un moment très important de propagande russe qui a beaucoup d'écho pour comprendre ce qu'est la Russie en guerre en ce moment. Alors tout le portrait de ce personnage compte beaucoup dans cette organisation de propagande. Homme modeste, donc yakoute,
Yakoutes. C'est typiquement ces soldats que la Russie va chercher pour aller au combat. Pour bien comprendre l'enjeu, voyons un extrait évidemment très expurgé de ce combat très violent dans lequel vraiment, homme à homme, ils se sont combattus jusqu'à la mort. Une réaction d'abord sur comment vous recevez ces images-là, Michel Goya. Vous qui avez fait la guerre, contrairement, je crois que vous êtes le seul sur ce plateau à l'avoir faite, ce qui est très différent que d'en parler. J'étais frappé, le général Yakovlev, en regardant cette séquence, il le disait, une forme d'admiration pour les deux combattants. Est-ce qu'on peut ressentir cela? C'est ce que disait Yakovlev. Ah, bien sûr. Bien sûr. Là, on est sur des hommes qui sont au cœur du danger, dans ce que j'appelle la zone de mort, la bulle dans laquelle on se transforme véritablement, où en plus, c'est le pire de tout, c'est ça, c'est la rencontre physique, ce qui est relativement rare. La plupart du temps, la plupart des gens qui sont tués ou blessés dans cette guerre, en fait, on ne voit même pas d'ennemis. Ils sont tués par des obus, ils sont tués par des drones, ils sont tués à distance. On leur demande d'être surtout, d'avoir un courage un peu stoïcien, à résister. Et puis, il y a les duellistes, d'une certaine façon, les combattants, le vrai combat, c'est ça, en réalité. Et il est normal que ces gens-là soient forcément honorés. C'est ceux qui portent véritablement. Je me rappelle la formule à l'époque très controversée de François Mitterrand en 95, quand il avait commémoré la fin de la guerre, ou 94, je ne me souviens plus, et il avait dit qu'importe l'uniforme que portaient ces hommes-là, ils étaient courageux. Il parlait des deux, soldats allemands et soldats français. À l'époque, évidemment, ça avait créé beaucoup de réactions. Respecter le courage physique, oui. Moi, j'ai beaucoup de respect pour, quelle que soit leur opinion par ailleurs, des gens qui risquent leur peau au moins pour leurs idées. Tant qu'ils restent évidemment dans le cadre du droit international, je veux dire. Non, Cyril Amourski est plus sceptique. Non, mais je comprends l'idée qui est véhiculée par ce type de message, mais je pense que la question que vous posez au début en regardant cette séquence n'est pas forcément la bonne, dans la mesure où, quand on voit ces images, moi je suis horrifié, parce que quand on regarde toute la séquence, on voit le Yakout se mordre la main, on voit un combat de couteau. N'allez pas plus loin dans la description, parce qu'on l'a exurgé. C'est des images qui sont effectivement très dures, et surtout qu'à la fin, le soldat ukrainien, donc pour contexte, un soldat de 30 ans, qui s'appelle Dmytro Maslovski, qui vient de la région de Odessa et qui était un soldat de carrière depuis des années en réalité dans l'armée ukrainienne. Et ça, c'est un combat qui a eu lieu dans un tout petit village avec, avant le début de la guerre, 130 habitants, qui se trouve juste au nord de Kurach, qui s'appelle Trudove, qui est occupé en réalité depuis des semaines. Et ces images datent en réalité de la fin du mois de novembre. Et Dmytro Maslovski dit à la fin de la vidéo, déjà, il reconnaît effectivement le courage et la force de son adversaire en disant que tu as été un soldat valeureux, tu as été meilleur que moi, mais il lui dit, s'il te plaît, laisse-moi mourir en paix, laisse-moi penser à ma mère. Il y a quelques secondes qui passent et on entend un coup de feu. Donc il a été exécuté par le soldat Yakout. Et là, honnêtement, je ne suis pas militaire, mais je pense que c'est difficile de parler d'honneur et de courage dans ce genre de situation. Le combat, certes, a été mené de façon plus ou moins courageuse, mais l'exécution à la fin, c'est tout. Il aurait pu le faire prisonnier. Il aurait pu le faire prisonnier. Par exemple, ça a été une exécution. Non, il aurait pu le laisser mourir. Ou le laisser mourir. Oui. Mais il a exécuté, alors que le soldat ukrainien a explicitement demandé à ne pas être exécuté. Et ça, il n'y a pas d'autre terme que de dire que c'est dégueulasse. Oui. Oui, tout à fait. J'ai vu aussi les images. Et puis bon, j'ai l'impression que ces peuples de Sibérie, là-bas, ils sont complètement coupés de leur humanité parce qu'ils sont tellement été russifiés, ces gens-là. Ils ont perdu complètement la notion aussi de courage et de, comment on appelle ça, Moi, je généraliserai pas non plus. C'est Sylvie Berman. Non, moi je trouve que c'est un peu raciste de dire ça. Raciste, je suis allée en Yakoutie, il y a des gens très bien en Yakoutie. Ils ont oublié leurs racines. Ils ont oublié leurs racines. Et j'ai l'impression que voilà, c'est devenu des gens sans foi ni loi. Et moi, ça me touche parce que le fait de russifier tous ces peuples, etc., c'est devenu
des gens qui finalement exécutent d'autres Quand on parle des êtres soldats, humains. on voit qu'il n'y a pas Et ça, d'humanité de voilà, ces gens-là. Après, il ne faut pas parler du peuple en entier. Non, mais quand mais- on voit ces soldats-là qui, effectivement, on sait l'oppression qu'ils ont subie à cause de Perdre. l'Empire russe, de l'Union Exactement. soviétique et de la Russie aujourd'hui, voir à quel point, effectivement, en fait, ils ont perdu, je parle des soldats qui ont perdu l'humanité et qui donc achèvent de façon assez brutale un soldat ukrainien sur une terre qui leur est étrangère. Je veux dire, c'est quand même une chose qu'on n'a pas encore mentionnée sur ces 10 minutes de sujet, mais l'Ukraine est un pays qui a été envahi et c'est un envahisseur, le Yakout. Certes, c'est un combat une fois de plus courageux, mais c'est un envahisseur qui a exécuté un soldat ukrainien, et voir ce manque d'humanité, que ce soit un Yakout ou un Russe de Moscou, c'est profondément choquant. Non, moi je suis un peu gênée par les propos tenus Moi, sur les non, Yakoutes, parce que c'est un, Je ne parle pas c'est des un peuple qui a beaucoup de je- qualités. Maintenant, ce soldat, je n'en sais rien, je ne connais pas effectivement Quand on perd son histoire, quand on perd Non, mais, on c'est perd un pas- peu de son humanité. Et c'est ça Ouais. pour moi la Russie. Enfin, bon, Voilà. moi, je ne suis pas du tout d'accord. Regardons, là-dessus, en ce qui concerne quoi les qu'en Yakoutes. soit là. Mais cela dit, pardon, est-ce que si c'est l'Ukrainien qui avait eu le dessus, est-ce que Zelensky n'y aurait pas remis une médaille Je ne crois pas aussi qu'il l'aurait exécuté comme ça. Vous savez, Il y a- une situation comme ça, Colonel, pas le débat le plus important. Colonel Goya. d'abord, situation comme ça, sous le feu, on ne pense pas politique, on pense déjà à survivre et à vaincre. On est des individus transformés. Il y a des choses, voilà, dans l'exaltation, dans l'adrénaline, saturé d'adrénaline. Le monde est différent, on ne voit plus les choses de la même façon. Les yeux ne voient plus les choses de la même façon. Le temps ne s'écoule plus de la même façon. C'est très différent. Et donc, parfois, juger des comportements vus de l'extérieur, qui peuvent paraître aberrants, voire peut-être sanguinaires, voire peut-être inhumains, à l'intérieur de cette zone. Et voilà, c'est une autre logique, quoi. Je comprends tout à fait. Les Russes. Voilà. Alors les même Russes. 10 secondes, je veux dire, 2 minutes plus tard, peut-être que. Il aurait pu se retourner et faire autre chose, bien sûr. Il aurait. Et ça reste un envahisseur de toute Il aurait façon. épargné ou. Avançons, puisque comprends. on voit bien que c'est un élément de propagande dans toute la machine russe. La machine russe, c'est d'abord cette machine militaire. Regardez la ville de Tchassiviar, cette ville qui est sous le feu russe depuis si longtemps. Mais cette fois-ci, nous avons ces images qui en témoignent de l'ampleur des destructions. Encore une fois, à 8 jours maintenant de l'arrivée de Trump, avec l'inconnu de ce que Trump décidera, mais un certain nombre d'éléments que nous avons maintenant à ce sujet. Vladimir Poutine aura visiblement son moment avec Donald Trump, et ce moment arrivera plus vite encore que ce que certains pouvaient le penser. Il faut écouter la déclaration de Donald Trump précisant qu'il va rencontrer Poutine, et on parle là d'une échéance relativement proche, très visiblement. Écoutez Donald Trump. Le président Poutine veut qu'on se rencontre. Il l'a même dit publiquement, et nous devons mettre fin à cette guerre. Il veut qu'on se rencontre, et nous sommes en train d'organiser ça. On a beaucoup de rendez-vous programmés avec beaucoup de monde, mais je préfère attendre après le 20 janvier. Voilà, réaction d'abord peut-être, du camp, vous les voix ukrainiennes, comment vous ressentez ça, le fait que cette fois, ça y est, les choses sont claires, On n'a pas Poutine le choix, aura sa rencontre. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est qu'encore une fois, on va aller parler avec un criminel de guerre. Je ne sais pas où ça sera, etc. Mais déjà, le fait de parler à un criminel de guerre, ça me paraît déjà surréaliste. Comment on va pouvoir parler avec un homme qui a fait tuer des femmes, des enfants et qui ont écrasé des villes entières? Et ça, comment on peut espérer négocier avec quelqu'un qui, de toute manière, n'a pas envie de négocier? Alors ce que vous dites là est très intéressant. Le président Zelensky dit on va parler à Trump et après nous allons parler aux Russes. Est-ce qu'il est en train de vous trahir, Zelensky? Non, il fait son travail, il essaie par tous les moyens. Mais vous dites non, vous bien. dites c'est parler à un criminel de guerre. Non, mais moi je parlais de Trump et de Poutine. Le fait de dire on va parler à Poutine, déjà, ça me pose un problème. Mais est-ce que Parce c'est les Ukrainiens se révolteront si le président Zelensky dit ce qu'il fait, c'est-à-dire fait ce qu'il dit, s'il dit nous parlerons à la Russie? Est-ce qu'il y aura une révolte? n'est pas unique. Je veux Darius, dire, il y a une plein de différence choses. entre parler et avoir une négociation dès le début territoriale. C'est pas ça qui est dit par Zelensky. Et je pense que c'est une différence vraiment majeure, fondamentale, parce que ça fait des mois qu'on parle de la même chose. Et à chaque fois, quand on regarde même les sondages, on dit les Ukrainiens sont de plus en plus à vouloir négocier. C'est vrai, mais quand on rentre dans le vif... Pas tous. Beaucoup disent non, jamais. Non, mais plus de 50% des On Ukrainiens verra plus veulent tard dans négocier, l'émission de mais pas quelle sur les façon territoires. Nicolas Tenzer, qui est évidemment une voix importante du combat ukrainien, dit jamais de négociation sous aucune forme avec Poutine. Moi, je D'abord parle sur le des Ukrainiens. principe.